Bien, Géraldine, je crois que Géraldine. Ceux qui sont restés ne vont pas être déçus de votre exposé. Géraldine va faire un exposé qui n'est pas facile, parce que à chaque fois qu'on demande, et je sais qu'il sera parfait, c'est les conséquences sexuelles des différents gestes effectués au cours de la cure de prolapsus. Alors, Et on conclura avec cet exposé. Donc bonsoir à tous. Je crains de vous décevoir tout de même parce que effectivement la question n'est pas simple et j'ai pas trouvé de choses extrêmement croustillantes sur la question de la sexualité et du prolapsus. Alors peut-être que j'aurais dû m'intéresser au berger à la brebis. C'est une idée que je retiens pour un prochain topo, Monsieur Jacques. Bon, alors, quand on s'intéresse à la sexualité au prolapsus, il faut quand même se poser la question de la répercussion des changements anatomiques sur la sexualité. Et il faut comprendre que la sexualité et l'orgasme féminin n'est pas seulement lié à l'anatomie des patientes, mais c'est un processus neuropsychophysiologique complexe qui survient au moment de contraction stéréotypée des muscles pelvipérinéaux, incluant les sphincters urétral externe et anal, ainsi que la musculature circonvaginale. De la même façon, pour vous illustrer un petit peu cela, dans une étude de 86, il avait été mis en évidence qu'une expérience orgasmique était rapportée lors de la consommation de cocaïne et d'héroïne. Donc, en fait, la sexualité est extrêmement complexe et on a donc du mal à l'étudier et à comprendre les implications des modifications anatomiques et des chirurgies sur cette sexualité. Alors, quand on parle de prolapsus et sexualité, il faut qu'on s'intéresse aux populations concernées par le prolapsus et on sait bien que le prolapsus est tout de même une pathologie de la femme âgée. Alors oui, mais on a quand même beaucoup de femmes jeunes qui consultent pour le traitement d'un prolapsus. Et puis, parfois, même si une femme âgée n'a pas plus de sexualité, elle peut en retrouver une. Et donc, tout cela est à prendre en considération. Alors, vous voyez que l'activité sexuelle diminue avec l'âge. Et là, c'est hommes et femmes confondus. Entre 57 et 64 ans, 61,6% des gens ont une sexualité. Quand on passe la barrière de 65 ans, 39,5% des patients. Et dans la tranche d'âge 75 à 85 ans, seulement 16,7% hommes et femmes confondus ont une sexualité. Si on s'intéresse à cette tranche d'âge 75-85 ans, et ça m'a beaucoup intéressé, même si c'est un petit peu en dehors du sujet, eh bien, on se rend compte que 39% des hommes ont une activité sexuelle contre 16,8% des femmes, et que 71% des hommes rapportent une bonne qualité de vie sexuelle contre 51% des femmes. Donc, c'est quand même intéressant, d'autant plus que la sexualité des femmes, ce que je veux vous dire par là, c'est que la sexualité des femmes est quand même très corrélée à celle de leurs compagnons, et que souvent, quand on voit une patiente pour un prolapsus et qu'on lui pose la question de sa vie sexuelle, elle dit « Oh non, non, docteur, à partir d'un certain âge, mon mari a eu un cancer de la prostate, ou bien mon mari est décédé ». Et ça, c'est très récurrent. Donc, le partenaire est probablement bien impliqué dans la sexualité de nos patientes. Lorsque on s'intéresse au prolapsus et à la sexualité, eh bien on voit dans cette étude de Handa que chez les femmes qui ont un prolapsus, on a une diminution de l'excitation sexuelle, une diminution de la fréquence des organes et une augmentation de la dyspareunie. Dans une autre étude, ici, ces patientes ont donc une diminution de la libido et on en vient encore aux hommes, puisqu'on voit que, de façon assez surprenante, on a... enfin, de façon assez surprenante, non, peut-être pas quand vous allez voir les diapositives suivantes, mais en tout cas, ces hommes ont des problèmes érectiles qui n'est pas sans conséquence sur la sexualité des femmes avec prolapsus, évidemment, et puis on retrouve plus d'éjaculateurs précoces. Alors, évidemment, il est certain que lorsqu'on a ce type de prolapsus, et tu vois, Sandrine, on a les mêmes patientes à Lille qu'à Clermont-Ferrand, eh bien, évidemment, nos patientes, elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles ont la sensation d'être moins féminines et moins attirantes sexuellement, forcément, avec ce type de prolapsus extériorisé. Ce qui est très impactant, et on le retrouve dans toutes les études, c'est les pertes d'urine qui surviennent pendant les rapports sexuels. Et cela, on le retrouve constamment. Les patientes sont beaucoup moins améliorées lorsqu'elles n'ont plus de prolapsus anatomique, lorsqu'il persiste des fuites urinaires. Et puis, parfois, elles ont également une béance vulvaire avec l'émission de gaz vaginaux qui vont perturber leur sexualité et, encore une fois, la réticence du partenaire.
D'où la complexité de l'étude de la sexualité de ces patientes. Alors, il faut bien les évaluer en préopératoire, parce que c'est un sujet qui est parfois tabou, notamment chez les personnes âgées. Et le fait de s'aider de questionnaires va nous permettre d'en savoir un peu plus chez nos patientes qui sont parfois très pudiques face aux questions qu'on peut leur poser, qui ne sont pas toujours exhaustives. Et donc, on s'aide en général du PISC 12, donc dans sa version courte, qui a été validé en français en 2013, et vous pouvez le consulter sur cet article de Brigitte Faton. Alors, ce qui est important de connaître, parce que nous, on s'y intéresse à la sexualité après prolapsus, mais finalement, est-ce que c'est important pour les patientes qui présentent un prolapsus? Eh bien, vous voyez que dans cette étude de Sung, finalement, on voit ici que parmi les buts des patientes, les objectifs des patientes qui les font recourir à une chirurgie, eh bien, on a bien sûr le symptôme de boule, de gêne, dans 13,8% des cas. Et finalement, la sexualité n'est qu'un but à atteindre chez 3,8% des patientes. Une fois la chirurgie effectuée, on voit que 62,5% des patientes ont atteint leur but en termes de sexualité. Donc globalement, la chirurgie du prolapsus semble améliorer la sexualité des patientes. Alors, quel est l'impact de la chirurgie, puisque c'était la question? Eh bien, si la détérioration de la qualité de vie sexuelle elle est liée à une mauvaise image de soi, la réparation chirurgicale devrait permettre une amélioration de celle-ci en restaurant l'anatomie des patientes. Dans cette étude 2010, 206 patientes opérées d'un prolapsus, toutes techniques confondues, voix haute, voix basse, 33 patientes avec PCR, ont retrouvé une amélioration significative du score PISC dans le groupe chirurgie. Et cette amélioration, lorsqu'on étudie ce score, en fait, on voit que l'amélioration est vraiment liée à l'amélioration de l'image de soi. Alors, ok, il semblerait que la chirurgie améliore la sexualité parce qu'elle restaure l'anatomie et qu'elle améliore l'image de soi, mais la chirurgie, on sait aussi qu'elle peut entraîner des dyspareunies de novo, notamment, et on va se poser la question de l'hystérectomie, on va se poser la question des cicatrices vaginales induites par nos chirurgies, des tractions, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, des remises en tension, même si l'âge aidant on tire moins, monsieur Jactin, toujours est-il que ces tensions sont quand même présentes et donc il y a un impact ligamentaire et musculaire qui peut être générateur de douleurs, plus ou moins la présence des corps étrangers et des prothèses dont on vient de parler, qui modifient les rigidités locales et les mobilités qui sont importantes dans la sexualité. Alors, quelle chirurgie? Quand on regarde la littérature, on a bien sûr différentes techniques chirurgicales. Cette littérature est extrêmement difficile à analyser parce que d'une part, on a peu d'études qui se sont vraiment intéressées à la sexualité en tant qu'objectif principal. Et puis pour une même chirurgie, on a des techniques très différentes selon l'école et les chirurgiens. Sur la promontofixation, certes, c'est peut-être mieux standardisé que la voie vaginale, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui posent une prothèse postérieure, d'autres pas. Il y en a qui les fixent au releveur, d'autres pas. Il y en a qui fixent avec du fil, avec des taqueurs, et probablement que toutes qui mettent plus ou moins de tension sur la prothèse lorsqu'on la fixe au promontoire, et cela peut avoir un impact. Il en est absolument de même lors de la chirurgie prothétique ou de la chirurgie vaginale, où le chirurgien va mettre plus ou moins de tension. Donc les données sont difficiles à analyser avec cette hétérogénéité de pratiques chirurgicales. Concernant l'hystérectomie, globalement, le sujet n'était pas l'hystérectomie, mais si on associe une hystérectomie à un prolapsus, globalement, on a l'impression qu'on n'a pas de répercussion de l'hystérectomie sur la sexualité. Là, je vous montre une étude qui n'était pas dans le cadre forcément de prolapsus, c'était pour pathologie bénigne. On retrouve une amélioration globale de la fonction sexuelle, avec une amélioration de la fréquence des rapports, moins de dyspareunie, une absence d'orgasme moins fréquent, des problèmes de libido moins fréquents après hystérectomie. Alors bien sûr, il y a un biais puisque ces hystérectomies étaient réalisées parfois pour ménométrorragie. On sait bien que si on élimine ces ménométrorragies, ce qui n'est pas le cas là dans notre groupe prolapsus, eh bien on va avoir une amélioration de la fonction sexuelle. Toujours est-il que l'hystérectomie sur le plan anatomique n'altère pas la fonction sexuelle et a plutôt tendance à l'améliorer.
Alors maintenant, on va voir les différents types de chirurgie du prolapsus. Concernant la promontofixation, eh bien, les différentes études s'accordent à dire qu'on a une amélioration de la qualité de vie sexuelle après promontofixation pour les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure. Plusieurs études, celle de Thibault en 2013 avec une amélioration du PISC 12 à 1 an. Et cela était lié, quand on regarde bien les différentes questions dans ce score, cela était lié à une diminution des émotions négatives pendant les rapports sexuels et à une diminution de l'absence de rapports sexuels en raison de la présence du prolapsus. Donc encore une fois, des raisons d'amélioration plus psychologiques que réellement anatomiques. Dans l'étude de Chevreau 2016, pareil, même constatation, augmentation du PISC 12 à 3, 12 et 36 mois, donc avec un recul plus important. Et cela était lié à la diminution de la peur d'avoir des fuites, et ça c'est récurrent, ces fuites sont très impactantes sur la fonction sexuelle, et à la diminution de l'évitement des rapports sexuels à cause de la boule, ainsi que des émotions négatives pendant les rapports sexuels. Donc les mêmes constatations. Ici, je vous ai sorti le score de dyspareunie de novo, a contrario, après promontofixation. Ces données sont issues de l'étude Prosper, qui est ce PHRC national qui a étudié, qui a comparé la voie laparoscopique, donc la promontofixation, à la mise en place de prothèses par voie vaginale pour les cures de cystocèle. Et donc dans cette étude, on retrouve à peu près 8% de dyspareunie de novo dans le groupe promontofixation. Quand on s'intéresse maintenant à la chirurgie autologue par voie vaginale, alors là, c'est très compliqué de faire le point des différents articles parce que, comme je viens de vous le dire, on a des chirurgies très différentes. On a la sacrospinofixation et donc le Richter, et vous voyez que là, on va tracter donc l'apex ou le col ou le fond vaginal en direction du ligament sacro-épineux qui est situé ici sur le muscle sacro-coccygien, et qu'en tractant, souvent de façon unilatérale, si on met trop de tension sur le col et qu'on va le plaquer au sacro-épineux, inévitablement on va avoir inévitablement en tout cas, on peut comprendre qu'on ait des dyspareunies de novo. Mais la tension exercée n'est pas toujours la même selon le chirurgien. Alors après, il y a le McCall, bien sûr, les colporaphie, les colpectomies. Monsieur Vinet nous disait très bien que plus on fait des colpectomies larges, moins on a de récidive. Ben évidemment, si on n'a plus de vagin, ça tombe moins, mais si on n'a plus de vagin, eh bien le rapport est forcément dyspareuniant. Et chacun ne fait pas des colpectomies de la même façon. Donc très difficile de faire la part des choses dans ces différentes études. L'hémiographie, bien sûr. Et puis les gestes associés éventuels. Mais globalement, lorsqu'on mixe un petit peu cette littérature et qu'on regarde les revues de la Cochrane, on a une amélioration du score PISC 12 après une chirurgie autologue quand même par voie vaginale, avec cette étude de 2016 qui retrouve, c'est très variable dans la littérature, environ 10% de dyspareunie de novo après chirurgie autologue par voie vaginale. À proscrire lorsqu'on fait une chirurgie autologue, c'est les RPC Prolapsus CNGOV 2016, c'est la myographie des releveurs. Alors on le comprend assez bien quand on regarde cette image, le rapprochement musculaire de part et d'autre du vagin au niveau de l'introïtus, on comprend bien que ça peut être dyspareuniant parce que ça referme l'orifice vulvaire. Alors c'est certes probablement extrêmement bien pour la béance, mais à contrario, ça peut être très dyspareuniant du fait de ce rapprochement des faisceaux pubo-vaginaux, pubo-périnéaux de part et d'autre du vagin, et on observe jusqu'à 50% de dyspareunie dans les études après myographie des releveurs. Alors bien sûr, certains diront qu'ils mettent juste un petit point et que ce n'est pas dyspareuniant dans leur expérience, mais encore une fois, tant que la technique n'est pas standardisée, on ne peut pas étudier de façon très précise les choses. Alors, je vous parle un petit peu du colpooclésis ou le fort, c'est ce dont parlait M. Jacquetin juste tout à l'heure, et vous voyez qu'il y a des études qui paraissent, là, 2016, un peu comme pour justifier le Lefort, avec 41 mois de suivi chez des patientes de plus de 78 ans, alors des petites séries, 20 patientes, et ces patientes-ci, aucun regret concernant la perte de la fonction sexuelle. Alors certes, mais avant de considérer un colpoclésis, il faut vraiment avoir bien réfléchi aux différentes options et bien s'assurer que les patientes, avec des questionnaires, n'aient vraiment plus du tout de désir de sexualité à l'avenir. Les prothèses par voie vaginale, eh bien, on en a largement parlé juste avant. On a peu d'études qui concernent spécifiquement la fonction sexuelle. Globalement, une amélioration de la qualité de vie sexuelle après chirurgie vaginale avec prothèse et une diminution de la qualité de vie sexuelle dans une étude là, de 2007
Mais encore une fois, le partenaire revient. Eh bien, cette diminution de la qualité de vie sexuelle semblait être en rapport uniquement avec le partenaire et pas avec la patiente. Dans l'étude Prosper, 20,5% de dyspareunie de novo dans le groupe prothèse par voie vaginale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on traite un prolapsus et quelle est la meilleure technique pour éviter les dyspareunies de novo? On a vu que globalement la chirurgie améliorait la fonction sexuelle, mais certaines entraînent plus de dyspareunie de novo que d'autres. La promontofixation semble quand même entraîner moins de dyspareunie de novo après traitement de l'apex, puisque la Cochrane dit cela pour le traitement de l'apex, que les techniques par voie vaginale, avec globalement 9% de dyspareunie après promonto contre 11 à 50% après voie vaginale autologue. Et quand on regarde les techniques par voie vaginale, alors, si on compare les techniques autologues ou les techniques avec prothèse, eh bien, ces deux chirurgies sont équivalentes en termes de dyspareunie de novo et contrairement à ce qu'on peut croire, la mise en place de prothèses par voie vaginale n'est pas source de plus de problèmes sexuels que les techniques autologues, mais encore faudrait-il faire des études bien menées, comparatives, randomisées entre ces deux techniques avec un objectif principal qui soit la fonction sexuelle. Globalement, 2 à 8% de dyspareunie de novo après chirurgie autologue, 7% après prothèse. Je vous montre là les résultats de l'étude Prosper en termes de dyspareunie et vous voyez que dans le groupe promontofixation celluloscopique, 6,1% de dyspareunie de novo contre 20,5% pour les prothèses par voie vaginale dans cette étude. Donc une différence significative qui est clairement en faveur de la promontofixation pour ces dyspareunies. Comment préserver la sexualité lorsqu'on opère un prolapsus? Alors, vous voyez que globalement, on choisira plutôt la promontofixation quand on veut conserver la fonction sexuelle. Encore faut-il, lors de la promontofixation, ne pas trop tracter, ne pas aller... Parce que très souvent, on a une laxité des tissus qui fait que lorsqu'on met en tension, le col est quasiment collé au promontoire, très souvent. Il faut quand même s'assurer qu'il y ait une mobilité qui persiste et quand on examine la patiente, bien vérifier que le col garde toujours une mobilité et qu'il ne soit pas complètement figé au fond du vagin. Lorsqu'on réalise une sacrospinofixation de la même façon, il ne faut probablement pas, et là je me base sur rien, c'est juste un avis personnel, probablement pas coller le fond du vagin ou le col au ligament sacro-épineux et lorsqu'on fait des colpectomies, réaliser des colpectomies parcimonieuses afin de ne pas engendrer de dyspareunie de novo. Alors en conclusion, il faut aborder cette question de la sexualité en consultation pré- et post-opératoire. Il faut en discuter des patientes en préopératoire et cela doit faire partie de la discussion et de l'information de nos patientes. On s'aidera de questionnaires, ce qui est particulièrement utile en termes de sexualité en raison des tabous que peuvent présenter certaines patientes. La qualité de vie sexuelle, on voit qu'elle est globalement améliorée après chirurgie du prolapsus, mais il faut garder à l'esprit que certaines patientes peuvent présenter des dyspareunies de novo, que la promontofixation doit être privilégiée quand on veut préserver la qualité de vie sexuelle, que la myographie des élévateurs doit être proscrite chez nos patientes sexuellement actives et que, globalement, les techniques par voie vaginale sont équivalentes en termes de dyspareunie, qu'elles soient avec ou sans prothèse. Je vous remercie de votre attention. Avec Emmanuel. Oui, bien sûr. Vrai, dans l'évidence-based médecine, a le mérite de dire la dyspareunie est aussi fréquente sur la chirurgie autologue que la chirurgie prothétique. Il faut avoir l'objectivité de dire que ce n'est pas le même type de dyspareunie. Quand vous avez une dyspareunie par voie autologue parce que le périnée monté trop haut barre l'introïde, vous faites une incision, une suture transversale, ça vous prend environ 10 minutes et la patiente est soulagée. Si c'est une myographie mal faite, trop haute, vous allez libérer 1 point, voire 2 points de votre myographie, et puis elle va beaucoup mieux. Quand c'est une dyspareunie liée à une prothèse, c'est une prothèse rétractée qu'il faut aller enlever, et c'est parfois effectivement une intervention un petit peu plus compliquée que ce que je vous ai quitté. Donc en fréquence, sans doute, mais en intensité de dyspareunie et en difficulté de prise en charge post-opératoire, c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver à résoudre, à diminuer ce problème de rétraction prothétique qui est la cause de ces dyspareunies sévères après prothèse. Oui, moi je voudrais faire un dernier commentaire parce que j'y tiens beaucoup, parce que si vous voulez, je pense qu'il faut arriver à dégager définitivement de l'esprit
que la myographie des élévateurs n'est pas un traitement de la rectocèle. Non, mais vous y êtes pour rien, parce que j'ai quand même vécu, Bernard aussi. Ils font des... Moi, je fais pas des... qu'on comprenne bien dans le film que je vous ai montré, c'est pas des myographies des revolvers. C'est, vous avez vu ce très beau schéma anatomique de ce matin de Vincent Delmas, où finalement les élévateurs, ils arrivent comme ça. Et quand vous avez fait une épisiotomie, vous avez le faisceau interne du revolver, qui est donc le pubot qui va vers le noyau fibrocentral et le pubot rectal, qui est déchiré. Et quand on répare les épisiotomies, moi c'est intéressant parce que je venais d'une formation qui n'était pas obstétricale. Donc au début j'ai dit, comme tous les chirurgiens viscéraux, les obstétriciens sont des cons. Et c'est vrai que je suis content d'être l'année prochaine ici pour défendre la chirurgie gynécologique, parce que j'ai compris que quand on répare, ou quand je suis allé en salle d'opération après des déchirures périnéales complexes et que j'ai vu ce que c'est, j'ai vu enfin ce que c'était que le périnée d'une femme accouchée. Donc il ne faut pas dire, aux chirurgiens viscéraux, je leur dis, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et j'ai compris à ce moment-là que si vous voulez, quand vous avez un prolapsus, souvent vous avez une béance vulvaire, ce qui n'est... Bon, et là, quand on fait la chirurgie par voie vaginale, et c'est une question qu'on n'a pas posée ce soir même, et on est en train d'y réfléchir après la fromentofixation, est-ce que la béance vulvaire est pénalisante pour la femme? Non mais bon. Donc si tu veux, alors il y a deux, il y a la béance vulvaire, il y a aussi pour l'homme, oui peut-être, et il y a aussi ce qu'on a longuement discuté avec Paniel, qui est un sujet qu'on ne peut pas aborder dans des masterclass comme ça, c'est ces grandes béances, ces grands vagins extrêmement larges, en haut, qui sont complètement désinsérés, pour lesquels on n'en parle pas parce que c'est de la sémiologie fine et pour lesquels on est ennuyé. Tout ça pour dire que guérir... L'écho, c'est comme ça qu'on a découvert l'écho, bien sûr. Mais moi, c'est ce que j'explique toujours quand j'opère. Bon. Et tout ça pour dire que ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'on retend les élévateurs et on les réinsère sur le noyau fibrocentral. Mais dans la littérature, on le parle, et là j'ai reçu, comme Bernard, des gens qui font des myographies pour traiter la rectocèle, qui les remontent. Alors évidemment, on n'est pas dans le bon plan puisqu'on va serrer quelque chose comme ça, et au milieu, on a une dyspareunie médiane qui est liée à effectivement les rapprochements des releveurs à la partie moyenne du vagin. Enfin, c'est un commentaire sur cette myographie, mais voilà. C'est pour ça que la proposition d'Emmanuel Delorme de faire la suture parasagittale de ces élévateurs, plutôt que de les rapprocher par le milieu, l'idée sur ce plan-là, Emmanuel Delorme est l'inventeur du TVTO, me paraît intéressante. C'est à tester, on ne l'a pas fait encore, mais... C'est déjà beaucoup plus anatomique. C'est déjà beaucoup plus anatomique, incontestablement. Les muscles qui sont distendus dans ce sens-là, la logique voudrait qu'on les rétrécisse dans le contresens, on va dire. Alors, un petit mot, c'est d'abord de féliciter la dernière oratrice qui est la seule qui a tenu son temps de parole. Merci. C'est une petite taquinerie pour le précédent. Ensuite, oui, je vais laisser Richard remercier l'Académie, mais il faut qu'on remercie nos partenaires parce que c'est une première masterclass à l'initiative de l'Académie de chirurgie dans un objectif multidisciplinaire. L'uro et la gynécologie ont été les premières à faire. Et c'est peut-être parce qu'on a un historique à travailler ensemble et qu'en plus Richard est le vice-président de l'Académie de chirurgie, président l'année prochaine, donc ça peut être joué en notre faveur pour qu'on puisse faire cette masterclass. Surtout, remplissez les fiches d'évaluation, ne partez pas sans le faire pour savoir si on refait un jour, est-ce que le public était le bon. On a peut-être mis un programme trop dense, mais au moins vous avez beaucoup de choses et vous retrouverez tout sur le net. Les partenaires qu'on remercie, Boston Scientific est ici présent, Coloplast, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un. Ils sont là-haut, ils sont toujours là-haut. Il y a Janine Plane aussi que je vois là-haut, de Boston, et Storz. Et puis je te laisse dire un mot pour l'Académie qui nous a accueillis. Je voudrais d'abord, bon, pas vous faire l'historique de l'Académie, c'est pas le but, mais je voudrais vous dire surtout, et que vous le disiez à vos collègues, le 8 décembre et le 15 décembre, il y a 2 journées qui sont absolument fondamentales pour les gens qui sont comme vous, c'est-à-dire en particulier ceux qui iront peut-être l'année prochaine en master ou ceux qui font des thèses de doctorat ou des choses comme ça, parce qu'il y a la journée de l'investigation clinique et la journée du forum de recherche chirurgicale. Et au cours de ces journées, on remet entre 4 et 6 prix aux jeunes chercheurs. Et je pense que c'est intéressant. Et cette année, je m'excuse, je ne prévoyais pas de vous dire ça. J'ai été extrêmement séduit parce qu'il y a eu 2 prix qui ont été remis pour des chirurgiens gynécologues qui font des travaux exceptionnels, dont l'un, il y a eu un qui est la conservation des lambeaux
c'est pas tout à fait de la chirurgie gynécologique pelvienne, mais c'est la conservation, la perfusion des lambeaux libres en chirurgie de reconstruction mammaire, et elle fait le même travail que la perfusion des reins, etc. Et donc tu en as parlé, vous avez aussi vous donné une bourse. Il y a eu un autre travail extrêmement intéressant qui est la chirurgie in utero, c'est pas toi, mais c'est quelqu'un que tu as connu, je sais plus son nom d'ailleurs, je m'en excuse, de la chirurgie in utero de la brebis, chez la brebis, de montrer une technique de chirurgie des spina bifida que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Vous voyez, donc si vous faites de la recherche, n'hésitez pas à envoyer votre candidature et puis peut-être à devenir un jour, dès qu'on est un peu plus vieux, un académicien ou une académicienne. Voilà. On vous remercie. On remercie aussi Pascal Descoville, je ne sais pas si elle est partie, qui organise en général. On doit être juste à l'entrée à vérifier que vous partez avec votre attestation de présence. Vous prenez votre diplôme. Et puis bon retour et excusez-nous d'avoir été un peu long durant cette journée. Merci encore aux orateurs.